Hello! Aujourd'hui, on va voir pourquoi avoir du talent, ça ne suffit pas toujours. On aimerait bien que ce soit fou, on aimerait croire que si on travaille dur et qu'on est très doué, le succès finira par nous trouver, mais la réalité c'est qu'il y a des milliers de personnes, probablement des centaines de milliers de personnes qui sont hyper douées, très talentueuses et qui resteront invisibles toute leur vie. Aujourd'hui, on va disséquer le parcours de Zara Larsson et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a dû attendre 15 ans pour enfin recevoir le succès qu'elle attendait. Zara Larsson, c'est typiquement l'histoire d'une jeune femme qui est née avec tout le talent du monde, mais qui a dû comprendre à la dure que sans image cohérente qui accompagne l'artiste, ça vaut pas grand-chose. On va voir comment elle a littéralement mis 15 ans pour le comprendre et ce que ça peut nous apprendre sur nous, sur notre vie, sur notre parcours. C'est parti. Bon, comme je l'ai dit, Zara Larsson, c'est vraiment un cas d'école. Elle avait déjà une voix exceptionnelle à 10 ans, mais pendant des années, ça lui a vraiment pas suffi pour exister dans la pop culture internationale et mondiale, parce qu'elle n'avait pas encore réussi à construire sa propre image, et donc à chercher son public. Donc aujourd'hui, on va parler d'elle, mais pas de sa biographie officielle, pas de sa page Wikipédia, mais de sa véritable histoire au final, celle d'une fille qui avait beaucoup de talent, mais qui a quand même failli rester absolument invisible. Son parcours, c'est un peu une masterclass sur ce que ça coûte vraiment de construire son image. Zara Maria Larsson naît le 16 décembre 1997 à Stockholm. Ses parents, une infirmière et un fonctionnaire, ils lui transmettent quelque chose de rare, l'idée que d'avoir une voix, au sens propre comme au sens figuré, c'est un droit. Elle dira, je cite, mes deux parents sont très éduqués sur les questions sociales et ils m'ont toujours soutenue dans l'idée d'avoir une voix. Sa naissance elle-même, on peut déjà la voir comme un acte de résistance, parce que Zara Larsson, cette grande voix, elle naît avec le cordon ombilical autour du cou, donc elle arrive au monde sans respirer. Un peu plus tard dans sa vie, elle a 10 ans, elle est dans une école de musique et elle refuse déjà de faire les chœurs parce qu'elle rêve déjà d'une chose, c'est d'être une soliste. Zara a seulement 10 ans, mais vraiment, c'est déjà très clair dans sa tête. En 2007, Zara gagne une émission en chantant Céline Dion. Évidemment, son talent est immédiat, il est indiscutable, il est in your face, quoi. Et donc là, elle a des portes qui s'ouvrent à elle avec Universal, Sony, Warner. C'est un petit avant-goût, mais les portes se referment assez vite parce qu'au final, elle reste très très jeune et donc c'est pas encore un produit marketing vraiment vendable. C'est le premier enseignement de cette industrie musicale assez cruelle. Pour réussir, il faut accepter d'être un produit commercialisable et vendable. En 2013, elle a 15 ans et c'est une dinguerie, elle nous sort Uncover. Je sais pas si vous réalisez, mais elle a seulement 15 ans et elle sort déjà un banger qui sera d'ailleurs numéro 1 en Suède. Et pourtant, en dehors de la Scandinavie, il y a absolument personne qui la connaît. Enfin, personne. On s'entend. Donc à ce moment-là, c'est encore pareil, le talent est là, c'est vraiment incontestable, mais elle n'a pas du tout une image internationale, quoi. Finalement, c'est avec la chanson Lush Life qu'elle arrive un petit peu à percer sur le marché international. Parce qu'avec cette chanson, elle entre dans les charts européens et australiens. Mais bon, à ce moment-là, son image, ça reste une image classique d'une pop star classique et hyper interchangeable. Une blonde, bien foutue, paillettes, crop top, classique. On va commencer à parler maintenant de la façon dont Zara a commencé à prendre des positions qui sont un peu radicales pour certains et donc qui sont assez clivantes. Et comment est-ce que ça a pu lui desservir pendant autant de temps pour finir par devenir une partie intégrante de l'image qu'elle a aujourd'hui et de son succès. Pour commencer, en 2015, à ce moment-là, elle a 17 ans et c'est le scandale du condom. Je viens de le dire, mais elle a 17 ans, elle commence un petit peu à devenir célèbre en Europe et là, elle poste une photo d'elle sur les réseaux sociaux où en fait, elle a enfilé un préservatif
sur une jambe. Et la photo devient virale en quelques heures à peine. Évidemment, s'il y a une partie du public qui applaudit, il y a toute l'autre partie du public qui l'accuse. Qui l'accuse d'être trop vulgaire, d'abîmer son image, de se tirer une balle dans le pied au moment où enfin sa carrière décolle. Mais bon, c'est Zara et elle supprime pas la photo. C'est un peu le premier moment où on comprend vraiment qu'elle est prête à payer un certain prix pour pouvoir dire ce qu'elle a envie de dire. En 2017, il y a son titre So Good qui cartonne, mais pour autant, elle ne s'arrête pas de parler. Elle parle de sexisme, elle parle d'inégalité, elle parle de misogynie, et donc à ce moment-là, elle devient un peu la féministe chiante pour une partie du public. Je quote à nouveau Zara Larsson qui a dit: on dit souvent que je déteste les hommes à cause de mes activités féministes. Ça ne me touche pas. À bon entendeur, salut. Zara a des positions. Elle ne s'excuse pas d'avoir ses positions. Au contraire. Plus tard, en 2019, il y a une histoire qui va lui coûter son deal avec Huawei. En 2019, elle signe un contrat promotionnel pour le lancement d'un nouveau smartphone. Sur le papier, hyper intéressant, c'est un deal lucratif. C'est bien pour son image internationale avec une marque high-tech qui joue sur le marché mondial. Mais en 2019, la marque, elle est au cœur d'un scandale géopolitique assez important. La marque, elle est accusée d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois. Et puis en même temps, c'est le moment où on découvre que la Chine réprime de façon assez violente la communauté ouïghour. Et puis il y a tout un mouvement pro-démocratique à Hong Kong. Et donc il y a des journalistes qui demandent à Zara de s'exprimer sur le sujet et elle répond assez honnêtement qu'elle n'est pas très informée sur tous ces sujets-là. Et évidemment, la phrase fait le tour d'internet et elle est méga critiquée. Donc à ce moment-là, on l'accuse de fermer les yeux sur ce qui se passe et sur les violations des droits humains pour de l'argent. Simplement. Ça se termine comment? En fait, en 2020, elle finit par annoncer publiquement qu'elle se retire de cette collaboration. Et elle fait ça à la télévision suédoise. La conclusion de cette affaire, c'est que elle a fait une bêtise, mais elle en a assumé les conséquences. Et sincèrement, je pense pas que ce soit calculé d'une façon marketing, je pense que c'est juste sa ligne de conduite. Parce qu'elle le prouve à d'autres moments. D'ailleurs, en 2025, c'est une blague sur l'avortement qui va lui coûter un contrat à plus de 3 millions d'euros. En fait, lors du Midnight Sun Tour, il y a une fan qui poste une vidéo TikTok d'elle en concert avec la légende: je ne savais pas que j'étais enceinte ici, mais au moins mon bébé a entendu Midnight Sun avant que je l'avorte. Zara est taguée dans la vidéo et elle répond: attention, I killed the performance and then you killed it after the performance. C'est une blague, un jeu de mots entre I killed the performance, j'ai géré, et you killed it, t'as tué le bébé. On peut comprendre que ce soit pas très bien accueilli par tout le monde. Évidemment, ça réagit très fort, on l'accuse de banaliser l'avortement ou encore de manquer de respect aux femmes qui ont vécu des grossesses difficiles. Heureusement, il y a quand même d'autres personnes qui la défendent en clamant haut et fort que l'avortement est un droit, pas un tabou. Mais évidemment, c'est un débat assez sensible de base qui s'enflamme. Mais voilà, c'est Zara et elle ne regrette pas vraiment ce qu'elle a dit parce qu'au final, c'est ce qu'elle pense profondément. Maintenant, si on doit parler du vrai moment déclencheur qui va tout changer dans la carrière de Zara, c'est un truc assez ridicule dit comme ça, mais c'est une histoire de dauphin et de montage sur les réseaux sociaux. C'est littéralement un petit dauphin animé qui a absolument changé sa vie et c'est un peu incroyable comme histoire. C'est le paradoxe absolu du talent sans image. Zara, elle était déjà numéro 1 en Suède à 15 ans. Et pourtant, c'est un petit dauphin animé en 2024 sur TikTok qui devient viral et qui la propulse au rang de pop star mondiale. Preuve que sans le bon moment, le bon format, la bonne image, ton talent peut rester dans l'ombre. C'est une esthétique des années 90, ultra pop, ultra colorée. Et le dauphin, il nage en rythme sur quelle musique? Symphony. I just wanna be part of your symphony. La vidéo explose, puis soudain, c'est tout un tas de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Zara Larsson qui la découvrent. En fait, ils voient la vidéo et donc ils cherchent c'est qui chante ça. Donc c'est surtout une nouvelle génération qui ouvre un peu les yeux sur qui elle est. Ou sur le fait qu'elle existe en fait tout simplement. Donc ce petit momentum, ça illustre parfaitement notre sujet d'aujourd'hui. Il a fallu attendre le bon vecteur et le bon moment pour tout faire exploser. Et donc ce petit dauphin animé, il a réussi à faire ce que des années de promo n'avaient jamais réussi à faire. Et ce moment,
évidemment, elle va pas le laisser passer, elle va le prendre et complètement accueillir cette image et essayer d'en tirer le max. Et au final, ça devient sa marque, quoi. Donc à ce moment-là, elle fait pas seulement un changement de style, elle retravaille sa cohérence totale. C'est un tout, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle crée, c'est ce qu'elle porte, et c'est ce qui va lui permettre de trouver son public. Il est clair que le rebranding de Zara Larsson passe en grande partie par la modification de son look et de son make-up signature. Elle a pris cette histoire de dauphin, elle en a fait un monde, elle l'a transformé dans sa façon de s'habiller et de se maquiller, et elle en a fait une signature visuelle forte. On va commencer par s'occuper de son look. Vogue Scandinavia est allé dans les backstage d'un de ses concerts à Stockholm, et ils ont trouvé dans la loge de Zara des portants entiers de mini-jupes pailletées minuscules, des t-shirts airbrushed avec les titres de ses chansons, comme des costumes sur mesure signés par des designers indépendants. L'esthétique a un nom donné par son équipe elle-même, le Cyber Y2K Scandinavian Barbie. Faut s'accrocher. Ses inspirations sont précises et très assumées. D'abord, il y a Lisa Frank, c'est cette esthétique américaine des années 90, Versace 2003, Dior Printemps 2005, Y2K Malibu Barbie, Winx Club, Hannah Montana, Britney Spears, Destiny Child. C'est pas nostalgique par accident, c'est vraiment une déclaration. Elle s'inspire complètement d'une période où les femmes se maquillaient pour s'amuser, pour le fun, et où elles s'habillaient pour être elles-mêmes. Pas pour plaire, pas pour rentrer dans les carcans qui nous sont imposés par les réseaux sociaux où tout le monde s'habille et se maquille de la même façon, tout le monde a une esthétique très lisse, l'esthétique par excellence de la clean girl. Et donc c'est des crop tops colorés qui bougent quand elles dansent, des mini-jupes à sequins qui reflètent les projecteurs, une chaîne étoilée qui brille à chaque mouvement, et partout, les hibiscus. C'est vraiment la fleur qui est devenue son symbole depuis les VMAs, et puis qui est reprise évidemment par ses fans dans leur tenue. Le résultat, c'est que ces fans, ils viennent pas juste voir un concert, ils viennent déguisés, un peu comme on a pu voir avec le Eras Tour de Taylor Swift. Ils enfilent leurs plus beaux sequins, ils reproduisent les make-up, ils mettent des fleurs dans les cheveux, vraiment, ils se donnent à fond. C'est une expérience, c'est le tout, c'est la scène, c'est ce que je disais, c'est pas juste assister à un concert. Elle a vraiment réussi à créer un univers dans lequel les gens veulent rentrer. Son nouveau look de scène, c'est vraiment l'anti-clean girl. Pendant des années en pop, le look traditionnel d'une pop star, c'était le look un peu passe-partout de la clean girl, avec une peau qui paraît presque nue, un teint assez classique, en fait très sage, mais surtout pas de couleur. Comme j'ai déjà dit plus tôt, interchangeable au final, tout le monde porte la même chose, et c'est tout. Mais Zara, pour le coup, elle nous propose quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu avant. C'est une signature visuelle incroyable et ça donne un pouvoir de fou à son rebranding. Si on essaye un peu de décrire son nouveau look make-up, c'est peut-être la rencontre de Euphoria et des années 90. On dirait que c'est un peu inspiré des jeux de maquillage du début des années 2000 là, sur les sites internet. On dirait que quelqu'un a pris tout ça, mis dans une boîte, fait un gros mélange et pouf, ça donne cette espèce de truc incroyable qu'elle porte maintenant sur scène. Et alors là, vraiment, niveau couleur, ça explose, hein. Des couleurs lilas, jaune, vert, rose, il y a absolument tout qui y passe. C'est un peu sans limite. Vraiment, je pense que sa make-up artiste, elle doit s'amuser tellement quand elle la maquille. Et puis, sans make-up aussi, il devient viral parce que sur les réseaux sociaux, il y a plein de meufs qui essayent de le reproduire. Et donc, à nouveau, dans un monde de pop stars assez lisse, bah, ça détonne carrément. C'est vraiment fun, quoi. C'est joueur, c'est agréable. Franchement, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Peut-être qu'on peut se dire que c'est qu'une façon de se maquiller, mais en vérité, moi, je suis persuadée que ça dit autre chose. Ça dit qu'elle refuse d'être fade et d'être lisse pour plaire aux gens. Quelque part, c'est un petit peu aussi une prise de position. Elle sait pas du tout de minimiser la féminité. Au contraire, elle l'amplifie, hein, à travers ses tenues, c'est assez clair. Et puis bon, surtout dans un contexte où elle a souvent été critiquée pour en faire un peu trop à tous les niveaux. Son make-up, il répond clairement à ça en disant « J'en ai rien à faire, trop coloré, ben voilà de la couleur. Trop féminin, voilà du féminin. Trop présente, trop d'opinion, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?» Ce qui distingue un petit peu Zara de ses compères pop stars, c'est que sa personnalité et son image ne sont pas deux choses distinctes.
Ou en tout cas, c'est pas deux choses complètement séparées. Dans un paysage pop où chaque déclaration doit être validée par une équipe com au préalable, Zara c'est un peu une anomalie à ce niveau-là. Elle n'a pas une formation officielle, elle n'a pas un persona fabriqué. Elle s'est vraiment construite en s'observant, en testant, en se cassant la figure, en recommençant. Quand on regarde Zara en interview, on se rend compte qu'elle cherche pas du tout l'approbation. En fait, elle a vraiment le langage corporel d'une personne qui a décidé que sa voix avait de la valeur avant que les autres le confirment. Donc notre petite Zara, après des années passées à être taxée d'arrogante, à être controversée parce que trop militante, elle nous sort son petit album qui célèbre la joie, qui célèbre l'été, qui célèbre le soleil et les dauphins qui chantent. En fait, c'est la joie, c'est la liberté. Elle aurait pu, elle aurait très bien pu faire un album sombre et vengeur, mais c'est pas du tout ce qu'elle a choisi de faire. Elle choisit le soleil. Je me rappelle d'ailleurs l'avoir vue dans une interview où elle expliquait que la raison pour laquelle elle a des abdos en béton, c'est parce qu'elle passe sa vie à rire. D'ailleurs, elle a aussi lancé sa marque de maillot pour rester un peu dans le thème été, soleil, good vibes. Ça s'appelle Main Rose et c'est vraiment le prolongement de ce qu'on trouve dans son album, dans sa musique, dans sa personnalité. Ça reste hyper cohérent. Pour conclure mon petit monologue ici, on peut dire quoi? Qu'on a vu que Zara est une personne qui a toujours du talent et son talent a été remarqué très tôt. Mais on a vu que le talent seul, le talent sans image, ça construit pas ou ça ne fait pas une icône. Ce qui fait une icône, c'est quand l'image rattrape le talent. Elle aura mis 15 ans à vraiment trouver son public et à pouvoir enfin être elle-même dans sa musique et dans sa personnalité et dans son image et former un tout hyper cohérent qui lui donne une force et un pouvoir médiatique absolument incroyable. Son public en 2025, ce sont pas des fans qui consomment passivement sa musique. Que Nini, ce sont des femmes qui partagent ses prises de position et ses opinions politiques, principalement sur le féminisme, l'image corporelle et l'authenticité. Ce sont des femmes qui ont des opinions. Donc en fait, le rebranding de Zara, il n'a pas étendu son public en le diluant, mais il l'a précisé. En le précisant, il l'a aussi solidifié. Donc clairement, elle n'essaye plus de plaire à tout le monde, et c'est en faisant ça qu'elle finit par plaire vraiment à certaines personnes. Donc voilà les amis, c'est une fin de vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je vous invite très cordialement à vous abonner, à aimer cette vidéo, à me laisser un commentaire. Je suis en plein apprentissage, donc je tends à m'améliorer et j'espère de tout cœur m'améliorer. Je pense qu'il faut que j'apprenne à clôturer les vidéos, mais en attendant ce sera comme ça. Voilà, je vous dis à plus, bye! I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight.